mars 2022, en manchette, Action Chômage dénonce les délais de traitement. La Journée des droits des femmes sera célébrée le 8 mars. Des talents dévoilés à secondaire en spectacle. Action Chômage Côte-Nord s'est rendue au bureau de Service Canada à Forestville le 1er mars afin d'y afficher des messages dénonçant les délais de traitement que subissent les prestataires de l'assurance-emploi. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une journée d'action nationale des groupes membres du mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, dont fait partie l'organisme. Au 31 janvier 2022, 300 000 dossiers ne respectaient pas les normes de délai de traitement d'après Action Chômage. Ainsi, les groupes reçoivent des prestataires en détresse psychologique et financière qui attendent le paiement de leurs prestations depuis 3 voire 4 mois. Selon Lynne Sirois, directrice générale, la situation est rendue telle que les chômeurs doivent maintenant décider s'ils payent leur hypothèque ou l'épicerie, ce qu'elle trouve inadmissible. Les délais de traitement des demandes d'assurance-emploi ne datent pas d'hier. Tel que le rappelle Mme Sirois, le problème traîne depuis trop longtemps et provoque des conséquences de plus en plus graves au sein de la population. Selon elle, la solution est simple, soit la mise à jour et la simplification du système administratif de l'assurance-emploi. Elle ajoute que c'est tellement rendu complexe pour les chômeurs de faire une demande que leur dossier nécessite de plus en plus souvent l'intervention d'un agent, ce qui allonge les délais de traitement. Le rapport Massé de 2015 citait également les solutions nécessaires. Parmi les solutions déjà connues, on retrouve l'augmentation du nombre d'agents de traitement, la communication par courriel, la simplification des politiques, la simplification des procédures opérationnelles, ainsi que l'ajout de formation. La table locale de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la MRC de la Haute-Côte-Nord invite les femmes du territoire à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. C'est sur le thème « L'avenir est féministe » que les femmes de partout au pays et d'ailleurs se déploieront de diverses façons. Par voie de communiqué, Sylvie O'Connor, porte-parole de la table locale, explique le poids des mots qui justifient la thématique 2022. Comme elle le mentionne, l'avenir est féministe parce qu'il est fait de la somme des combats, des batailles et des luttes des femmes. Parce que les femmes sont fortes, déterminées et inébranlables, elles exigent une société féministe qui incarne les valeurs progressistes. Pour Mme O'Connor et les membres de la table locale de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la MRC de la Haute-Côte-Nord, pas question de revenir en arrière ou d'opter pour le statu quo. Ce que les femmes désirent est une société qui unit leurs voix et leur horizon pluriel et qui reconnaît l'intersectionnalité des oppressions. Une société qui répond enfin à leurs besoins et qui respecte les droits et la dignité de toutes les femmes. Cette dernière est catégorique. D'autres crises surviendront et pour faire face à l'urgence d'agir, l'avenir doit être féministe, inclusif et écologiste ou il ne sera pas. La table locale de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la MRC de la Haute-Côte-Nord regroupe 11 partenaires qui travaillent ensemble afin de contrer la violence en tout genre et d'intervenir auprès des victimes. Ces objectifs sont de contribuer à la prévention, au dépistage, à la référence, à l'accès aux services d'aide, tout en permettant une concertation autour des enjeux régionaux et locaux. L'Association pour la protection des intérêts des consommateurs APIC Haute-Côte-Nord fait circuler une pétition enjoignant le gouvernement du Québec et Hydro-Québec d'annuler l'augmentation du tarif résidentiel d'électricité prévue pour le 1er avril 2022. Tel que déploré par Marie-France Imbeau, coordonnatrice de l'APIC Haute-Côte-Nord, les tarifs d'électricité augmenteront en avril de 2,6 % plus la TPS et la TVQ, une hausse 2 fois plus élevée que celle de l'année dernière. Chaque hausse des tarifs d'électricité entraîne des répercussions sur le budget des personnes en situation de pauvreté, selon Mme Imbeau. Celle-ci insiste sur le coût de la vie qui a connu une hausse fulgurante pendant la pandémie, alors que l'indexation a connu un bond de 5,1 % en janvier 2022.
De son avis, cette situation a affecté beaucoup de familles de la Haute-Côte-Nord comme ailleurs au Québec. C'est pourquoi elle demande au gouvernement du Québec de faire preuve d'empathie et d'intervenir auprès d'Hydro-Québec pour qu'elle procède à un gel des tarifs d'électricité en cette période de forte inflation et qu'il redonne à la Régie de l'énergie le mandat de fixer, sur une base annuelle, le tarif résidentiel de l'électricité. L'organisme rappelle que l'électricité constitue un service essentiel au même titre que l'eau potable ou l'accès à des soins de santé. Selon la conseillère budgétaire, de mai à décembre 2021, Hydro-Québec a signé des ententes de paiement avec plus de 127 000 ménages et a coupé le courant à plus de 3 600 foyers. Mme Imbeau craint que la hausse annoncée entraîne plus de citoyens à éprouver des difficultés financières, les empêchant de payer leurs factures d'électricité, tel que le prétend le collectif pour un Québec sans pauvreté dans son mémoire déposé au ministre des Finances du Québec dans le cadre des consultations budgétaires 2022-2023. Pour ces raisons, l'APIC Haute-Côte-Nord va tout mettre en œuvre pour que la population de la MRC qui le désire puisse avoir accès à la pétition afin de signifier aux instances concernées qu'assez, c'est assez, conclut Marie-France Imbeau. Le gouvernement du Québec poursuit son plan d'assouplissement et une nouvelle étape est entrée en vigueur le 28 février, entre autres avec la fin des limites de capacité dans les salles de spectacle, les cinémas et les bâtiments sportifs. D'ailleurs, dans le monde du sport, les compétitions et les tournois peuvent reprendre à compter de cette date, et ce sans limite de participants. Toutefois, la pratique de certaines activités intérieures demeure à une capacité limitée à 50 %. On peut penser aux jeux de style fléchette ou billard. Parmi les autres assouplissements, mentionnons la tenue de réunions et d'assemblées sans limite de capacité, mais assorties du passeport vaccinal obligatoire. Les restaurants, qui demeurent à 50 % de leur capacité d'accueil, franchissent aussi une autre phase d'allègement avec une fermeture possible jusqu'à 1 heure et la fin de la vente de boissons et d'aliments à minuit. Ces restrictions touchant la fermeture et ce qui suit prévalent aussi pour les bars, les tavernes et les casinos qui peuvent rouvrir leurs portes tout en respectant la limite de capacité à 50 %. Depuis lundi dernier, il n'y a plus de limite de capacité dans les lieux de culte où le passeport vaccinal n'est plus requis depuis le 21 février. Enfin, c'en est terminé du télétravail obligatoire imposé depuis le 20 décembre. Un retour progressif en mode hybride redevient possible, quoique le télétravail demeure recommandé. Une dernière étape d'assouplissement est prévue le 14 mars, notamment avec le retrait du passeport vaccinal et des limites de capacité dans les restaurants, les bars et les tavernes. Après, il restera très peu de restrictions sanitaires. La finale locale de secondaire en spectacle de la Polyvalente des Rivières, tenue le 24 février au Pavillon des Arts de Forestville, a permis encore une fois de dévoiler de jeunes talents. Face aux peines, tu choisis pire, ça tombe sur la reine, tu te faufiles. L'étudiante de 5e secondaire Myriam Tremblay-Thériault a démontré sa puissance vocale et sa sensibilité en interprétant la pièce Faux fil de Charlotte Cardin. Cette prestation remplie d'émotions lui a permis d'être sélectionnée en première position par le jury. Quelle de ces faiblesses, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. La talentueuse Ariane Petitpas a quant à elle prêté sa voix à la chanson La tendresse du groupe Kids United, une performance qui n'a pas laissé les juges indifférents. La jeune femme de premier secondaire s'est classée au 2e rang et a ainsi obtenu son laissez-passer pour la finale régionale. En plus de ces deux artistes, le jury devait choisir un numéro coup de cœur qui aura lui aussi l'opportunité de performer au niveau régional. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Il s'agit de Nicolas Perron, élève de premier secondaire qui a charmé le cœur de tous les spectateurs avec son interprétation de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Les 3 jeunes talents se rendront à la finale régionale qui aura lieu à Sept-Îles si les mesures sanitaires le permettent. S'ils sont sélectionnés à cette étape, ils pourront prendre part au rendez-vous pan-québécois qui est prévu en mai.
L'enseignante en art dramatique à la Polyvalente des Rivières, Brigitte Savard, s'est chargée de coordonner la finale locale de secondaire en spectacle. Elle se dit très fière des 11 participants qui ont fait de l'événement un fabuleux spectacle. Elle félicite d'ailleurs tous les participants, les animatrices de la soirée, Marie-Lou Bouchard et Meggy Drisdel, ainsi que la technicienne accessoiriste Sarah-Ève Lapointe. Oksana Gagnon, Alexandre Gagné, Stéphanie Gagné, Lauriane Chiasson, Marika Jean, Noah Lapointe, Ariane Petitpas, Myriam Tremblay-Thériault et Nicolas Perron ont tous chanté pour le jury. L'enseignante en art dramatique à la Polyvalente des Rivières de Forestville, Brigitte Savard, a le vent dans les voiles. Avec la réouverture des salles de spectacle et l'assouplissement des mesures sanitaires, elle vise remonter sur les planches avec la comédie musicale Don Juan en décembre prochain. Le projet théâtral a été mis sur pause en 2020 avec l'arrivée de la pandémie. C'est lors de l'année précédente que Mme Savard a pensé mettre en scène cette nouvelle production, elle qui n'en est pas à sa première expérience dans le domaine de la comédie musicale, ayant présenté la pièce Grease à 3 reprises. Cette fois-ci, elle s'est entourée de gens de la communauté, en plus de quelques élèves de l'école secondaire. Les 2 rôles principaux ont été accordés à des élèves de premier secondaire, soit Ariane Petitpas et Nicolas Perron. Des adultes font également partie de la distribution. Les pratiques ont officiellement repris en février et la troupe est plus motivée que jamais à offrir un spectacle grandiose qui sera présenté à 3 reprises, soit les 8 et 9 décembre au Pavillon des Arts de Forestville. Les billets seront en vente quelques semaines à l'avance, selon les mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment. Pour l'auteur Nicolas Delisle-Lheureux, la Côte-Nord s'est avérée une véritable source d'inspiration pour l'écriture de son 2e roman, Les Enfants de Chienne, publié le 22 février aux éditions du Boréal. Les villages fantômes que sont Labréville et Gagnonville lui ont fait créer Val-Grégoire, sise dans une vallée touffue de la baie Tiamit en Haute-Côte-Nord, à une centaine de kilomètres au nord de Forestville. En 2011, alors qu'il était sur l'assurance-emploi, l'écrivain voulait voyager et cherchait l'endroit le plus exotique au Canada où il pourrait aller. Il a décidé d'aller au Labrador, il s'est acheté son premier automobile et il est parti à l'aventure. Après avoir passé 2 jours à Bécomo, il a pris la route vers Fermont. C'est à ce moment que l'histoire a commencé à germer dans sa tête. Au cours de ce voyage, M. Delisle-Lheureux a circulé par Gagnonville, dont il n'avait jamais entendu parler, et il a découvert également l'existence de Labréville au nord de Forestville. Il a été inspiré par l'aspect fantôme de ces endroits. 10 ans plus tard, le fruit de ses voyages nord-côtiers a été officiellement lancé. L'écrivain, qui dit écrire très lentement, a pris le temps de bien peaufiner les aspects de son roman, et plus particulièrement la scène de viol subie par l'un des personnages principaux. L'histoire est racontée à plusieurs moments de la vie des personnages, que ce soit l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Le trio d'amis soudés formé de Louise, Marco et Laurence finit par éclater à la suite de l'abus sexuel vécu par Louise. Chacun a suivi sa propre trajectoire sans jamais échapper tout à fait à la force gravitationnelle de la tragédie, de la blessure jamais refermée. La masculinité toxique et le sentiment d'étouffement dans sa ville font aussi partie des thématiques abordées dans le livre de 320 pages. Coordonnateur du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, Nicolas Delisle-Lheureux détient un baccalauréat en travail social. Selon lui, le fait de travailler dans le milieu communautaire lui permet de bien comprendre la réalité des personnes qui vivent avec le stress de la pauvreté, même si ce n'est pas le thème de son roman. Le lancement du livre est prévu de façon officielle le 14 mars dans un bar de Montréal. Il est toutefois disponible dans toutes les librairies de la province depuis le 22 février. Aucune suite n'est planifiée pour Les Enfants de Chienne, mais l'auteur, originaire de Gatineau, ne met jamais l'écriture de côté très longtemps. Celui-ci planche déjà sur de nouveaux projets à son rythme, tout en menant à bout de bras son organisme communautaire qui souffre lui aussi de sous-financement gouvernemental. À la météo, en ce vendredi 4 mars, la semaine de relâche s'est terminée avec une alternance de soleil et de nuages et un mercure de moins 9 degrés. Pour demain, Environnement Canada prévoit un ciel ensoleillé et moins 5 degrés. Le thermomètre demeurera à la même température dimanche, mais de la neige intermittente sera au rendez-vous. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!